Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de text mining. Alors, resituons un peu tout ça. Juste après les vacances de la Toussaint, en ce moment c'est les vacances de la Toussaint, après les vacances de la Toussaint, justement, je vais entamer mon cours de text mining avec la formation qui se reconnaîtra. C'est la formation du mardi cette fois-ci. Bien, tout va bien. Moi, j'ai tout préparé, tout est nickel. Comme tous les ans, on aura une série de séances et vous savez comment je fonctionne maintenant. Pour moi, chaque séance, c'est une compétence, c'est un thème bien défini, une compétence bien définie et avec des outils spécifiques à la séance en question. Alors, l'intérêt de l'affaire, c'est qu'à ce stade de données, vous avez une très bonne compétence déjà, vous avez un très bon niveau, une très bonne maîtrise, je dirais même, des deux outils qu'on utilise le plus souvent, c'est R et Python. Alors moi, ça me donne une liberté, c'est que du coup, je peux choisir l'outil le plus approprié pour chaque séance. Des fois, j'utilise R parce qu'il y a un package qui est performant pour ce que je vais faire. Et des fois, j'utilise Python parce que pour la séance définie, avec le thème défini, c'est les packages Python, certains packages Python qui sont les plus décisifs. Voilà, très bien. Donc ça, pour moi, tout c'est calé, tout est bien déjà. Mais j'ai toujours un petit regret tous les ans, c'est qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas le temps, c'est tout simplement ça, on n'a pas le temps de voir les différents packages qui peuvent exister par ailleurs. Il y a beaucoup de packages qui font du text mining, hein, que ce soit avec Python, et on n'a pas le temps de faire le tour parce que les séances sont comptées et que voilà, il faut bien faire des choix. Et moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'une part le thème et la compétence associée. Voilà, l'outil, c'est qu'un support. Alors, mais comme je me suis décidé à faire des vidéos, c'est vraiment un truc bien, ces histoires de vidéos. Hein. Voilà, du coup, ça me permet de faire des choses, de montrer des outils supplémentaires qu'on verra pas ensemble, mais que vous pourrez explorer par la suite. Parce que, bien évidemment, il y aura une évaluation à la fin du cours et l'évaluation, ce sera un projet à faire. Et pour le projet à faire, vous n'avez pas de restriction sur les outils. C'est ça. Hein. Si vous voulez utiliser tel package, moi, j'ai absolument aucun problème là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai un cahier des charges et je veux avoir de réponse au cahier des charges. Je veux que le cahier des charges soit bien rempli. Hein. C'est-à-dire qu'on ait des réponses à chaque élément du cahier des charges. Voilà, si je dis ça un peu plus simplement. Alors, il y a un package qu'on n'utilisera pas justement en TD, voilà, mais que j'aimerais que vous regardiez quand même un peu, c'est le package que je vais présenter aujourd'hui, c'est TDText. Alors, ça fait partie de l'univers TD, hein, vous connaissez TD, TDverse, voilà, c'est un ensemble de packages qui sont très bien par ailleurs, hein, très populaires, voilà, on en parle souvent, moi, bon, ce n'est qu'un outil comme un autre, et il y a les Depler, qui est très célèbre, il y a ggplot2 pour faire des graphiques extrêmement esthétiques, il y a Reader pour lire les fichiers rapidement, il y a tout un tas de choses. Très bien. Et il y a un package spécialisé justement pour le text mining qui est TDText. J'aimerais qu'on le regarde un peu parce qu'il y a des fonctionnalités qui me paraissent intéressantes et peut-être que pour vous, c'est intéressant quand vous allez faire votre projet de regarder, en plus de ce qu'on verra ensemble en TD, de regarder qu'est-ce qui peut être intéressant à gratter hein, dans ces packages. Alors, il y a un site web qui est là, hein, j'ai mis la référence qui est là, et il y a un livre qui est associé avec les différents thèmes qui sont là. Ça aurait pu être des thèmes de course, hein, on est bien d'accord là-dessus, hein, chapitre 2, thème, voilà, chapitre 3, thème numéro 2, hein, c'est plutôt bien fait. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Ici, il y avait des case studies. Alors, je me suis dit, il faut que je monte cet outil-là en essayant de définir une trame. Alors, la base que je vais utiliser, alors bon, la page de cours, elle est là, d'accord, la page de cours, elle est là, mes supports de cours sont prêts, ils sont là, et j'avais mis des liens sur le tutoriel, donc je vais rajouter un tutoriel, là, celui que je fais aujourd'hui, sous forme de vidéo cette fois-ci. Bien. Alors, la base qu'on va utiliser dans cette séance-ci, c'est l'IMDB Reviews. Alors, c'est des commentaires de films qui sont faits par des internautes, et il y a une appréciation à la fin qui est soit le commentaire est positif, soit le commentaire est négatif. On peut le voir sous l'angle d'une analyse des sentiments qu'on fera ensemble. On peut voir sous l'angle d'analyse des sentiments. La base est là, on peut la récupérer en ligne. Moi, j'ai récupéré. Bon, la base est assez conséquente quand même. On peut l'utiliser pour un projet, par exemple. Voilà, il y a 25 000 critiques de films, voilà, positifs, enfin, qui servent d'échantillons d'apprentissage, 25 000 qui servent de tests. Parmi les 25 000, il y en a la moitié qui sont des positifs, la moitié des commentaires négatifs, ainsi de suite. Voilà. Alors bon, on peut les traiter, je peux les traiter, mais bon, les temps de traitement sont tels que là, pour faire une vidéo, il y aurait trop de temps mort. C'est pour ça que j'ai récupéré une partie du code qui est là, voilà, du code. J'ai récupéré une partie de la base qui est là. Là, hop, je vais la réduire un peu, voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? On a les commentaires,
Voilà les commentaires qui sont là, hein. Donc, il y a 2000 commentaires en tout, voilà, 1000 positifs, 1000 négatifs, et on a une variable cible qui est là, qui est le label, hein. Donc, est-ce que c'est un commentaire négatif? Donc là, on a une série de commentaires négatifs, 1000, et ensuite, on a les commentaires positifs. Il y en a 1000 également, voilà. L'idée, justement, c'est d'analyser ces différents commentaires-là et de voir s'il y a une possibilité d'inférer sur la base des commentaires si on a des commentaires positifs ou négatifs, hein, sur la base des mots qui sont utilisés ici. Très bien. On est dans un schéma relativement classique. Alors, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est étudier les fonctionnalités donc de TDText. Mais je ne pouvais pas faire le coup de regarder ça, oh, on peut faire ci, on peut faire ça, ça on s'y perd rapidement. Donc, j'ai défini quand même une trame et j'en profite de la trame pour montrer les fonctionnalités de TDText. C'est ça l'idée. Bon, c'est bien. Alors, TDText, bien sûr, hein, non, je ne vais pas enregistrer, je n'ai pas fait de modification. TDText, bien sûr, il est là, voilà, et il fonctionne sous R. Donc, on va faire le travail sous R ici. Voilà. Alors, bon, on va pouvoir y aller. Donc, j'avais préparé un notebook R. J'ai lancé RStudio, j'ai installé les différentes versions pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai la 4.1.2 et j'ai installé tout l'univers Tidyverse, voilà, d'une part, et j'ai installé aussi TDText. Donc là, on est prêt à ce stade-là. Je peux lancer. Alors, comme d'habitude, hein, voilà, je charge la librairie Tidyverse et je lis le fichier avec readxl. readxl, son intérêt, c'est qu'il permet de charger relativement de manière performante des grands fichiers Excel. Bon, là, le fichier n'est pas non plus titanesque, si vous voulez, mais bon, on peut le faire. Donc, je charge la base, donc je vais lancer ici. Voilà, vous avez vu, hein, je vide la mémoire pour être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. Ensuite, je change de répertoire par défaut. Je charge Tidyverse, voilà, et j'utilise readxl pour lire donc la fonction readxl de la librairie readxl pour lire le fichier en question. Voilà. Alors, une fois que c'est chargé, ça, donc il est en train de charger, là, voilà. Bon. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, ah oui, d'accord, c'est un problème d'encodage, c'est pas grave, je relance, généralement ça marche. Je ne sais pas pourquoi, et quand je relance une deuxième fois, tout va bien. Bon, je ne veux pas quoi non plus, voilà. Mais j'ai remarqué ça, j'ai remarqué. Qu'importe, il y a un problème d'encodage, mais je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Ce qui m'intéresse, là, c'est TDText, mais d'accord. Bien, donc il a chargé, effectivement, il y a deux colonnes, colonne label, où on a justement le négatif et positif, et la colonne commentaire. L'idée, justement, c'est d'étudier ces commentaires-ci. On a ici. Alors, on va afficher les premières lignes quand même de la base pour vérifier que tout va bien. Voilà, on a les labels ici, voilà, et on a ici, voilà, les différents commentaires, et il y a une association ligne-commentaire. Bien. Alors, regardons les classes. J'avais dit qu'il y avait 2000 observations. On a vu qu'il y a 2000 observations. On le voit ici qu'il y a 2000 observations. Et j'avais dit que c'est moitié-moitié positif, négatif, les commentaires. Vérifions ça ici. Paf. Effectivement, il y a 1000 commentaires négatifs. Il y a 1000 premiers ici en l'occurrence et 1000 commentaires positifs. Bien. Alors, quand on regarde un peu les fichiers, il y a des choses qui sont un peu gênantes, hein. Voilà, donc en text mining, une des tâches très importantes, c'est le nettoyage, la préparation de données. C'est la data préparation, elle est fondamentale en text mining parce qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent gêner les traitements qu'on fait par ailleurs, les traitements prédictifs qu'on fait par ailleurs, en tout cas les traitements text mining qu'on fait par ailleurs. Là, typiquement, il y a la balise BR, là, c'est une balise HTML, ça, hein, qui s'insère au milieu. Il ne faut pas l'utiliser dans la représentation en sac de mots, ça va poser des problèmes. Il y a aussi les chiffres. Alors, les chiffres, c'est toujours un peu discutable parce que parfois, les chiffres, c'est porteur d'informations. Par exemple, si c'est un chiffre particulier, le chiffre du diable, par exemple, je ne vais pas le citer ici, ça va porter malheur, ou bien d'autres chiffres par ailleurs, hein, des années, je ne sais pas quoi, des années qui sont références dans l'histoire récente ou ancienne, voilà, ainsi de suite. Très bien. Mais bon, généralement, les chiffres également, on discute la possibilité de les garder ou pas. Voilà. Donc, c'est ce que je montre ici. Typiquement, je regarde si la balise BR là, traîne dans notre base, dans des commentaires. Je lance. Sur les 2000, il y en a 1190 où il y a la balise BR. C'est quand même problématique là. J'affiche effectivement, dans le texte 1, il y en a, dans le texte 2, il y en a, dans le texte 4, il y en a, pas dans le texte 3 apparemment. Vérifions ça. Affichons le texte 1. Voilà, le commentaire 1, oui, on voit les balises BR qui sont des sauts de ligne, en fait, tout simplement. Et dans le texte 3, apparemment, il n'y en a pas. Vérifions, effectivement. Il n'y en a pas ici. On ne voit pas, en tout cas. Voilà.
Pareil pour les chiffres. Alors, pour rechercher ici, j'utilise des expressions régulières. Hein, c'est ce que je montre dans ce support-ci. Donc, le support, il est là. C'est donc les expressions régulières. Ça permet de faire des requêtes sur des chaînes de caractères, sur des corpus. Un corpus, c'est un ensemble de documents. Et chaque document, c'est un texte, une chaîne de caractères plus ou moins longue. Voilà. Ça, c'est des termes techniques, ça. Et pour faire des recherches, des requêtes dans des corpus, justement, on peut utiliser des expressions régulières. Donc, le cours, il est là. Hein. C'est des exemples plus qu'un cours. Hein. Je montre simplement les différentes possibilités qu'on peut faire sous R. Donc, je vous enjoins à regarder ça. Et dans ma requête qui est là, justement, je regarde, est-ce qu'il y a un caractère, voilà, dans les commentaires? Est-ce qu'il y a des caractères dans les commentaires? Ah, je fais rechercher. Il y a dit, il y en a dans 1139 documents. Et si j'affiche, voilà. Dans le premier, il n'y en a pas. Dans le deuxième, il y en a. Dans le quatrième, il n'y en a pas. Dans le troisième, il n'y en a pas. Voilà. Regardons le deuxième document. Oui, il y a des chiffres là, 150 miles par heure, ça fait beaucoup. Là. En miles par heure, ça fait beaucoup. 250, j'en parle même pas. Hein. C'est limite, on ne vole pas. Hein. Voilà, et dans le premier, apparemment, il n'y en a pas, puisqu'il n'apparaît pas ici. Hein. Voilà, mais regardons. Oui, effectivement, il y a les BR qui nous embêtent, mais il n'y a pas les chiffres. Très bien. Alors, pour l'instant, on fait fi de tout cela. On va commencer à faire les traitements en utilisant TDText. On verra par la suite que ça pose problème quand même, et on va essayer de voir comment on peut nettoyer les données. Alors, donc, je charge TDText qu'il faut installer à part. Hein. Vous avez installé TDVerse, mais il faut aussi installer en plus TDText. Donc, c'est ce que j'ai fait, moi. Ensuite, je le charge. Ça y est, il est chargé. Et je vais le transformer en table. Voilà, où je mets les commentaires et les numéros de document de l'autre. Voilà. C'est très important parce que le numéro de document, on va s'en servir par la suite. Voilà. Donc, il n'était pas par défaut. Hein. Quand on regarde ici la base initiale, il n'y a pas les numéros de document. C'est très bien qu'il n'y a pas le numéro de document là. Hein. Voilà, il y a le label, donc la polarité du commentaire. Et là, on a les commentaires en question. Mais il n'y a pas de numéro de document. Or, le numéro de document, on peut s'en servir, on va s'en servir. Donc, il faut absolument que je le rajoute. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, je rajoute un numéro de document. Voilà, on a bien ici line qui représente un numéro de document et là les commentaires. Donc j'ai un nouveau table cette fois-ci où j'ai numéro de document et commentaires associés. Donc on en est à ce stade-là. Vous avez les numéros de documents là et le document en question. Bon, j'ai pris un autre texte ici parce que je n'allais pas mettre les longs textes, c'est juste impossible. Donc là, c'est un exemple que je vais un peu conclure, que je vais amener tout le long là, pour essayer de décrire chaque étape qui est réalisée par TDText. C'est l'idée. Hein. Au départ, on a une série de documents, donc on a 2000, là j'en ai mis 3, et dans chaque document, il y a une chaîne de caractères plus ou moins longue. Donc il aime le bleu, il aime le vert, c'est le premier document. Le deuxième document, c'est le gazon est vert, voilà. Le troisième document, vert, le pré est vert. Avec des virgules, il y a des majuscules, ainsi de suite. OK. Et l'ensemble des documents, c'est ce qu'on appelle un corpus. Ça, c'est des termes techniques. On verra ça ensemble dans le cours. Bien. Une fois que c'est fait là, je fais la tokenisation. Donc, c'est une sorte de représentation en sac de mots. En fait, l'idée, c'est qu'on utilise un séparateur quelconque et avec ce séparateur quelconque, on va repérer donc tous les termes, les mots qui se promènent dans le document. Alors, je prends toujours mon exemple, c'est toujours mieux. Hein. Regardez, si ici, je prends comme séparateur l'espace, voilà, dans le premier document, j'ai un ensemble de tokens. Un token, c'est les termes. Donc, regardez, donc, le document numéro 1, il est là, je le reprends ici, numéro 1, et je recense les différents tokens, les différents termes. Et comme séparateur de termes, donc, j'utilise l'espace ici. Voilà. Alors, j'ai mis ici les différents éléments et on voit qu'en réalité, il y a des présupposés qui sont mis en place. Hein. Il y a des pré-traitements déjà qui sont mis en place. Là, donc la casse a été modifiée. Tous les termes ont été passés en minuscules. Voilà. Et la ponctuation a été supprimée. Regardez dans le document numéro 3, vert, virgule, le pré est vert. On a les tokens qu'il y a là, vert, le pré est vert et on n'a plus la virgule. Ces pré-traitements-là, certains sont faits par défaut par les outils. Et c'est à nous de les vérifier. Je prends très rapidement la documentation qui est là, tac, tac, tac. Voilà. Ils en parlent ici du Nest Token. Oh non, je ne suis pas prévu là, mais c'est quelque part. Hein. Voilà. Nest Token, voilà, c'est l'outil qu'on va utiliser, voilà, qui permet de faire la tokenisation, justement. Et ils mettent, c'est quelque part. Bon, je ne m'en rappelle plus, mais c'est par là. C'est par là. TextID format, c'est peut-être par là plutôt. Voilà. Et ils expliquent comment ils filtrent. Bon, c'est là, je ne sais plus.
Je ne sais plus. C'est quelque part, regardez, regardez. J'ai passé un temps monumental à regarder ce document-là, voilà, mais du coup, là, je perds le fil. Donc, non, 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 on ne va pas perdre le fil. Je continue. Mais bon, ils décrivent très bien quels sont les traitements par défaut qui sont faits par l'outil, donc une token. Donc, je reviens sur mon affaire, voilà. Donc, là, j'ai changé la base, je l'appelais déprime, voilà, pour avoir cette représentation-là. Et une fois que j'ai déprime, je fais ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, là, c'est la formalisation de TD, hein, voilà, TD, voilà, déplure, en réalité, ça veut dire que déprime est le premier paramètre de la fonction ici une token. Voilà ce qui se passe. Très bien, donc je fais une token de déprime et je veux que l'output soit un Word, voilà la colonne qui va créer la, moi je l'appelais token dans mon exemple et lui il va l'appeler Lord dans ma commande R, voilà. Et l'autre élément important, ce que je prends en entrée, qui va tokeniser justement, c'est les commentaires de la base déprime. Voilà. Allons-y, paf, je lance les calculs et voilà. Donc, on a les numéros de documents et on a les termes associés. Voilà, on a bien cette représentation. Ok, tout va bien. Alors, on va essayer de voir comment il a fait les traitements. J'affiche par exemple le premier document. Voilà, le premier document, comment il l'a tokenisé. On a là, c'est bien l'espace qu'il a utilisé comme séparateur pour découper le texte. Voilà, et on a I don't have much to say about. Voilà. Je rappelle le document initial qui était comme ceci. On voit très bien. Est-ce que j'arriverai à afficher les deux en même temps? Voilà, on voit très bien. Bon, il a passé en minuscule. Ensuite, don't, voilà, have, machin. Le point là, hein, voilà, il a enlevé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on est bien dans un processus de tokenisation. Alors, bien sûr, il y a des redondances. Bien sûr, il y a des redondances. Là, on voit movie qui apparaît et il doit avoir movie qui apparaît une deuxième fois parce qu'il a été utilisé plusieurs fois dans le texte. Voilà. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément important également, on voit qu'il a enlevé les inférieurs supérieurs de BR, de la balise BR, mais il a gardé le BR. Hein. On voit bien le BR là. Tac, tac. Et oui, et oui. Donc, clairement, c'est un problème. Il faudra qu'on nettoie ça par la suite. Hein. Quand on va faire des traitements un peu plus avancés, plus poussés, ce genre de choses, il faut qu'on enlève. Hein. Ici, le nettoyage du texte est très important. OK, très bien. Alors, bien sûr, cette représentation-là, on voit bien qu'il y a des redondances. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une représentation avec moins de redondance et du coup, on ne va pas voir donc la fréquence de chaque token. Hein. C'est ça. Donc là, c'est la première représentation. Je vais essayer de créer une deuxième représentation plus parcimonieuse, si vous voulez, voilà, où pour chaque document, je recense les tokens uniques, voilà, et j'affiche côté donc la fréquence. Dans le document 1, par exemple, il y a le M qui apparaît deux fois. Donc, le M ici, je dis, il y a le terme M qui apparaît dans le document 1 et il apparaît deux fois. Donc, c'est le terme fréquency qui est utilisé beaucoup en text mining. C'est que je fais une représentation en sac de mots. Donc, on a bien des sacs de mots là. Voilà. Pour l'instant, non. Parce qu'on a chaque document, un sac de mots, on verra plus tard. Voilà. Et en revanche, pour chaque document, effectivement, j'ai la fréquence de chaque terme. Donc, il y a moins de redondance. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, là, je lui dis le mot 1, là, pour le premier document. Là, je suis sur le premier document. Hein. Ici, j'ai récupéré le premier document. Pour le mot 1, je veux que tu fasses un regroupement par terme, voilà, et que tu l'aies pris. On a bien ça. Et voilà. Et donc, dans le mot 1, le terme qui revient le plus, le token qui revient le plus souvent, c'est BR. Vraiment, il va vraiment falloir régler ça. Ensuite, il y a the, a, i, ave, ainsi de suite, ainsi de suite. OK. OK, bah, je vais faire ça maintenant sur l'ensemble des documents. Hein. Je vais essayer de trouver cette représentation-là. Voilà, allons-y. Donc, je prends le premier résultat, qui est ça, et je vais faire un regroupement sur le token, et je calcule la fréquence. C'est ce que je fais. Ah, paf. Donc, il est en train de le faire. Il y a quand même pas mal de tokens, donc ça prend un peu de temps, mais ça y est, c'est fait. Donc, dans le premier document, on a les différentes fréquences qu'on avait vues tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on a le deuxième document. Voilà. Avec les chiffres, certains se répètent. Ça, c'est le 150 miles par heure qu'on a vu tout à l'heure, 250, ainsi de suite, le A, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. OK, très bien. Et à ce stade-là, nous sommes là. Alors, ce qui est intéressant, justement, après, c'est de voir le dictionnaire global, c'est-à-dire que quels sont les mots uniques qui sont apparus dans l'ensemble du document, hein, c'est-à-dire dans le corpus. On veut aller à cette étape-là. C'est-à-dire que ça, on a document 1, document 2, voilà, on va recouper ça. Voilà, et on va voir l'ensemble des mots qui sont apparus et le nombre d'apparitions de mots.
C'est le dictionnaire cette fois-ci qu'on va voir. Et par exemple, ici dans mon exemple, le est apparu 4 fois. Il apparaît 2 fois dans le document 1, il apparaît 2 fois une fois dans le document 2 et une fois dans le document 3. Du coup, le est apparaît 4 fois. Voilà. Si je prends bleu, il apparaît qu'une seule fois ici. Si je prends et, il apparaît une fois dans le document 2, une fois dans le document 3. Et donc, et, ah, là, c'est 2. Là, c'est une erreur. Là. Vous avez vu? Là, c'est une erreur. Là, le et, là, et il apparaît une fois dans le document 2, une fois dans le document 3. Donc là, ça doit être 2. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. J'ai fait exprès pour voir si vous suivez. Non, mais là, c'est 2, on est bien d'accord. Hein. Et je continue. Donc, l'idée, c'est de construire le dictionnaire. L'idée, c'est de construire le dictionnaire. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, OK, c'est ce qu'on se passe ici. Donc, je prends ici ce qui a été tokenisé et je compte les mots globalement. OK. Et voilà. Donc, dans l'ensemble, dans le corpus, le terme the est apparu en tout 26 766 fois. Voilà. Ce n'est pas tellement porteur de sens, hein, c'est un article tout simplement. Hein. Le and aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, si on regarde les termes les moins fréquents, voilà, on a Zoro, Zouzou, Zucker, Zus, Zvonimir. Ah, il y a un joueur de foot qui était pas mal, Zvonimir Boban, hein, qui joue au Milan AC. Voilà. Donc, ça, c'est les termes qui apparaissent le plus dans l'ensemble des commentaires. Bien. Alors, ça, c'est une première étape. Ça y est, on en est arrivé à ce stade-là. OK. Donc, ça nous donne une bonne visibilité déjà sur les termes utilisés. Voilà. Pour l'appréciation des films, c'est the qui apparaît le plus souvent, donc ça ne mène pas très loin tout ça. Voilà, les termes qui apparaissent le moins souvent, c'est the, Zvonimir, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay. Alors, bien, cette première analyse est pas mal, mais on voit bien qu'il y a un souci. Typiquement, la balise BR, il ne faut pas qu'elle y soit. Voilà. Et il y a aussi des termes qui ne servent pas. The, and, là, ce n'est pas tellement porteur de sens. C'est normal qu'ils apparaissent parce qu'on l'utilise tout le temps, mais ils ne sont pas porteurs de sens en eux-mêmes en réalité. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'enlever les différents éléments qui nous intéressent. Alors, le premier élément, c'est ce qu'on appelle les stop words. Donc, les stop words, c'est les termes qu'on utilise, mais qui ne portent pas de sens en eux-mêmes. Il y a une liste de stop words qui sont définis, et justement, quand on a installé TidyText, on avait la possibilité d'accéder à des stop words. C'est ce que je fais ici. Voilà. Et on affiche les premiers. Hein. Donc, on voit le la able, abou, tabav, according, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a toute une série. Là, c'est le lexique, c'est le dictionnaire qui est utilisé. Smart, très bien. Voilà. Alors, si on veut aller plus loin sur l'idée, j'ai mis un lien ici sur l'idée du mot vide. Hein, voilà, stop word en anglais. Voilà, ça explique ce que c'est, ça explique à quoi ça sert et justement pourquoi il faut les enlever parce que dans les analyses textuelles, en réalité, c'est pas très déterminant. Ça peut servir dans d'autres perspectives, hein, typiquement dans la reconnaissance de la langue. OK. Donc, mon idée ici, c'est que je vais reprendre des primes et je vais enlever les différents éléments qui, potentiellement, peuvent poser problème dans l'analyse textuelle qui vient par la suite. Par exemple, je vais enlever les chiffres. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais enlever la balise BR également. Voilà, ainsi de suite. Et une fois qu'il a fait la tokenisation, je veux que dans le résultat, on enlève voilà, les stop words, les mots vides. Voilà. Et je récupère le résultat par la suite. Allons-y alors. Paf. Voilà. Donc, de nouveau, dans le document 1, on a vu qu'il n'y a plus les BR. Là, si on regarde bien, voilà. Mais en fait, on va regarder différemment. C'est que je vais faire la vérification. Le premier document. Voilà. Allons-y. Tac. Et voilà. Voilà les termes qu'il a gardés dans le premier document. Réaffichons le premier document pour vérifier. Vous avez vu, hein, le A, il a enlevé. Le A, il a enlevé. Il a gardé movie. Voilà. Il a gardé également Wonderful, hein, voilà, tour de force, il a bien décomposé. Donc ça peut permettre d'aller sur ce qu'on appelle les n-grammes. Hein. Je le ferai pas aujourd'hui, mais les n-grammes, c'est traité dans l'ouvrage ici. Hein, voilà. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'un mot pris tout seul n'est pas décisif, mais un ensemble de mots consécutifs peut être décisif dans la compréhension du texte. Par exemple, tour de force, tour tout seul, ça veut dire quelque chose. Deux, bah, ça peut être pris comme un stop word. Force, c'est autre chose, mais tour de force pris ensemble, là, ça peut amener de l'information. Très bien. Et voilà, ainsi de suite. Donc, on voit bien très bien qu'il a fait du nettoyage et on n'a plus les BR qui traînent là. Vous avez vu, les BR, ils ont tous viré les BR. Voilà, ce qui n'est pas plus mal. Donc, on a du texte nettoyé et l'idée, c'est de voir, là, on perd l'ordre des termes. Hein, on perd l'ordre des termes. Voilà.
Ça, quand on fait de la tokenisation, l'ordre des termes, on ne les a plus, hein, on ne sait pas, voilà. Sauf si on veut prendre en compte les n-grammes. Mais ça, c'est une demande supplémentaire, hein. C'est dans les paramètres de la fonction UNESToken, il faudrait que vous le rajoutiez. On a l'exemple ici, hein. On a l'exemple ici, UNESToken, voilà. Comment faire des n-grammes? Ah non, qu'est-ce qu'il me fait encore là? Ça devrait marcher. Le site marche très bien habituellement, mais je ne sais pas pourquoi. Ah ben voilà. Comment on fait une token? Et là, on demande les tokens, c'est non plus les termes par défaut, mais on va utiliser des n-grammes. Et ça, c'est le nombre d'n-grammes à prendre en compte. Soit 2 consécutivement, soit 3 consécutivement. Mais attention, quand vous en mettez plus, ça démultiplie le nombre. Il faut faire attention à ça. Du coup, la dimensionnalité doit être encore plus élevée quand on prend l'ensemble du dictionnaire. OK. Une fois que c'est fait ça, donc je vais récupérer le dictionnaire cette fois-ci. Normalement, il y a moins de termes. Ben oui, normalement, il y a moins de termes, hein. Voilà. Et on voit les termes maintenant, donc le the, and et tout ça ont été virés. Voilà, adios. Et les termes les plus fréquents, du coup, c'est movie, film, story, ainsi de suite. C'est pas très étonnant en soi, c'est une base IMDb. N'oublions pas qu'IMDb, hein, c'est des critiques de films. Voilà ce qu'on a dans IMDb, c'est des commentaires sur des films, hein, critiques de films. Donc, du coup, qu'on ait le terme movie qui apparaît le plus souvent, c'est absolument pas étonnant du tout. C'est intéressant en soi. Mais là également, on peut se poser la question, est-ce que movie, c'est pas un stop-word du coup, dans ce contexte-là, hein, dans ce contexte-là, est-ce que movie n'est pas un stop-word, justement, parce qu'on est en train de parler de film. Donc, c'est normal que le terme film apparaisse tout le temps. On est bien d'accord là-dessus. Alors, on peut faire des filtrages également sur les fréquences. Quand un terme apparaît trop peu souvent, dans trop peu de documents, on peut se poser la question de le garder ou pas dans l'analyse. Et quand un terme apparaît très souvent, typiquement c'est le cas de movie et film ici, on peut se poser la question de le garder dans l'analyse ou pas. Voilà. Bien. Alors, je continue. Voilà. Alors, généralement, c'est là qu'on fait le petit word cloud. Vous avez vu, c'est vraiment pour faire joli, c'est pas du tout en soi, hein. Donc, rappelez-vous que dans le word cloud, la position relative des termes n'est pas porteur d'informations, c'est que la grosseur. Les couleurs aussi, c'est juste pour faire joli. Bon, il y a des gens qui le font parce que ça fait genre, je sais faire du machine learning avec des word cloud, pourquoi pas, hein. Mais bon, je ne vois pas en quoi c'est si... Mais bon, ça fait joli, il y a des couleurs, pourquoi pas. Bien. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que j'aimerais faire des analyses. Donc, j'ai des représentations de texte. Voilà, je sais très bien. Donc, j'ai le document initial, j'ai une représentation intermédiaire, porteuse d'informations. Voilà, OK. Est-ce que je peux faire des analyses? Alors, on peut le faire directement avec la représentation de TD Text, hein. Voilà, c'est ce qui est bien montré dans cet ouvrage. Dans l'ouvrage, il montre bien quels sont les types d'analyses possibles. Moi, généralement, je vous amène plutôt sur un terrain qui est plus proche du machine learning, parce qu'on travaille beaucoup en machine learning. On a fait énormément d'exercices, hein. La formation du mardi, là, vous en avez bouffé des machine learning, hein, mais c'est très bien. Et là, on va bouffer du machine learning, mais en traitant du texte cette fois-ci. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on avance. Alors, du coup, je vais utiliser une représentation un peu différente. La représentation, elle est ici. Voilà. Je la montre ici. C'est la matrice documentaire. C'est la matrice documentaire. Donc là, on a le document initial, on a fait la tokenisation, et maintenant, on la représente sous forme de matrice documentaire. Voilà. Donc, en ligne, c'est les documents, et en colonne, c'est les mots. Et on a une représentation en sac de mots. Voilà l'ensemble des mots uniques qui sont parus. Donc, on a le dictionnaire, là, sur la première ligne. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai la fréquence du terme dans le document. Dans le document numéro 1, il apparaît 2 fois, effectivement. M apparaît 2 fois, gazon n'apparaît pas, et n'apparaît pas, prêt n'apparaît pas. Vous avez bien vu, hein. Dans le document 2, il y a le qui apparaît une fois, vert apparaît une fois, et gazon apparaît une fois, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça l'idée. On a bien les différents éléments ici. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une matrice documentaire. En ligne, l'individu statistique, c'est les documents, et en colonne, les variables, c'est les termes. Et à l'intérieur, j'ai la fréquence. Alors, il y a un enjeu ici déjà, c'est des variables. On a fait du filtrage déjà, on a enlevé les mots vides, on a enlevé les balises HTML qui ne nous intéressaient pas, on a enlevé les chiffres, voilà, donc il y a un enjeu sur ce qu'on met en ligne, en colonne ici. Et l'autre enjeu, bien sûr, c'est la pondération. Là, c'est les termes fréquencies qu'on a utilisés, mais on peut aussi utiliser simplement la présence-absence. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Il y a d'autres pondérations également, comme les TF-IDF. On verra ça ensemble, je ne vais pas m'attarder là-dessus ici, mais c'est un type de représentation qui permet de prendre en compte des informations supplémentaires qu'on n'a pas avec la représentation binaire, présence-absence, ou bien le terme fréquencie. Alors ça, il y a un outil pour ça dans TD Text. Dans TD Text, alors j'ai mis 4 sentiments, mais
Il y a bind, mon Dieu, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais il est quelque part. Il est quelque part. Il y a bind, voilà. TF, ah ben voilà. Il vous montre comment on peut utiliser les TF-IDF quand on veut ici formaliser. Donc, vous le trouverez sous ce chapitre-là. Voilà. OK, moi j'avance. OK, alors, rappelons ce qu'il y a dans notre sortie TD texte. On a la ligne et on a les termes. OK, là, je n'utilise pas la fréquence. Qu'est-ce qui se passe? Je vais compter les termes par document, hein, comme tout à l'heure. Hein. Mais après, maintenant, après nettoyage. C'est ça l'idée. Donc, je refais ce qu'on a fait dans la première partie. OK, on a bien cette représentation-là. On a bien cette représentation. Cette représentation-là, maintenant, je vais la entre guillemets transposer pour avoir une représentation ici matrice document terme. Il y a un outil pour ça dans TD texte, c'est cast TDM. Voilà. J'ai mis le lien ici. Hein. Voilà. Ah ben voilà, c'est ça l'adresse. Tac. Hop là, hop là. J'avais prévu le coup, mais je ne savais plus où est-ce que je l'avais mis. Hein. Bind TF-IDF pour faire du TF-IDF, par exemple. Bon. Nous, on ne fait pas du TF-IDF ici. On fait un simple cast, donc document terme matrice. Hein. C'est une matrice documentaire. Voilà. Donc, ici, on a la fréquence qui nous sert de repère pour le comptage. Les termes, c'est Word. Et le numéro de document, c'est line. C'est bien ce qu'on a dans les trois paramètres qui sont là. Hein. Le numéro de document, c'est line. Le terme qu'on va utiliser, c'est Word, qui va servir de dictionnaire. Hein. Voilà. Et la fréquence, c'est frec. Voilà. Allons-y. Alors, la matrice documentaire donc, nécessite un package supplémentaire qu'on va beaucoup utiliser. Voilà, c'est library TM. Voilà. Très bien. Du coup, parce que la matrice, elle est titanesque. Là, hein. Il y a il y a combien de termes? Il y a 27 000 termes et il y a 2000 documents. Donc, vous avez une matrice 2027 000, ce qui fait pas mal quand même. Voilà. Donc, lui, justement, il fait une représentation interne qui est propre au package TM. Voilà. OK. Bon, OK, mais nous, on va faire des traitements dessus, donc on a besoin quand même d'avoir la représentation qui est explicite, si vous voulez. Voilà. C'est ce que je fais ici. Donc, je vais le caster en matrice, la matrice documentaire ici, hein, voilà. Je vais la caster en matrice et j'affiche les dimensions. On voit bien que c'est une matrice qu'on a et on a dessus. Voilà. Il ne s'agit pas de faire un print de la matrice. Là, je bloque la console là, si je fais ça. Hein. Voilà. Bon, je m'abstiens bien de faire un print. Alors, vérifions quand même que tout est correctement fait. Regardons le premier document. Le premier document, voilà. Donc, la première ligne de la matrice, on a ces valeurs-là. Et si j'affiche donc la correspondance qui correspond avec cette représentation-là, voilà, on a bien ici l'équivalence. Heureusement, hein, heureusement, si on n'a pas l'équivalence, c'est qu'il y a un problème. On est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est des représentations différentes, mais il y a une bijection directe. Là. Il y a une bijection directe. Donc, il n'y a pas de perte d'information. On va de cette représentation-ci vers cette représentation-ci. C'est la même chose que de partir de cette représentation-ci vers cette représentation-ci. Oui, d'accord. Ça, c'est celle de TD texte. Ça, c'est celle de TM, si vous voulez, où on a une matrice documentaire. Voilà. Mais on a bien une équivalence, donc aucune perte d'information à ce stade. Voilà. Alors, l'intérêt d'avoir ce tableau-là, c'est qu'on peut faire des traitements qu'on sait faire visuellement. Hein. C'est ce que je vais m'échiner à faire maintenant. Allons-y. Alors, on peut faire que quelques calculs. Par exemple, on avait la fréquence des termes dans le dictionnaire global. Une fois qu'on avait ici l'ensemble des mots qui sont apparus dans l'ensemble du corpus, dans l'ensemble des documents, dans le corpus, voilà, dans l'ensemble des corpus, movie apparaît 3421 fois. Est-ce que dans la matrice documentaire, je retrouve cette information-là? Ce qui se passe ici, voilà, je vais faire un call sum de la matrice, je fais une somme en colonne, je fais une somme en colonne, tac, 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 voilà, et je trie de manière décroissante. Donc, normalement, je dois retrouver exactement ces résultats-là. Hein. Vérifions. Et oui, hein, la représentation est différente, voilà, mais on a bien les mêmes informations. Quand je dis qu'il y a une bijection entre les deux représentations, c'est bien une bijection. Parce que ici, j'utilise terme fréquencie. Si on change de pondération, si je pars ici sur de présence-absence, on n'a plus cette bijection-là. On a perdu de l'information, on a lissé. Alors,
Est-ce que c'est une perte d'information? Est-ce que c'est un lissage de l'information? Ça reste une question à discuter. Dans tous les cas, on n'a plus cette bijection-là si on change de pondération. Mais avec le terme fréquency, on a exactement la bijection. Bien. Alors, on a un terme fréquency. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le nombre de documents dans lesquels les termes apparaissent au moins une fois. Ça peut être une information intéressante. C'est-à-dire que dans la matrice documentaire, on passe sur une pondération binaire. Par exemple, si je passe en pondération binaire, donc là, j'aurai des 1 à la place de tous les chiffres supérieurs à 1, voilà, et je vois que le apparaît dans tous les documents. En revanche, je vois que il apparaît que dans un seul document. Il apparaît plusieurs fois, mais dans un seul document. Il apparaît plusieurs fois, mais dans un seul document. Donc l'intérêt de passer en pondération binaire dans ce contexte que je vais mettre en place ici, c'est que ça me permet de voir pour chaque terme le nombre de documents différents dans lesquels il apparaît. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Donc, qu'est-ce qui se passe tout simplement? Voilà, je remplace tout simplement les valeurs. Voilà, je prends ici la matrice documentaire en termes fréquency, je remplace les valeurs avec 0. Alors, je ne fais pas directement ici. Là, pour l'instant, je compte le nombre de documents distincts dans lequel apparaît le terme. Voilà ce que je fais à ce stade-là. Mais après, je vais le faire après la transformation en pondération binaire. Mais pour l'instant, c'est un simple comptage. Donc, voilà. Et regardez, c'est là que c'est intéressant. Dans l'ensemble du corpus, Movi apparaît 3421 fois. N'oublions pas qu'il y a 2000 documents. Donc, il y a plus d'apparition de Movi que de nombre de documents. Oui, d'accord. Donc, ça montre bien que Movi apparaît plusieurs fois dans les documents, dans certains documents. Alors, justement, ce deuxième calcul montre qu'en réalité, Movi apparaît dans 1204 documents distincts. Voilà ce que ça veut dire. Et que donc, il y a 2000 moins 1204, il y a 796 documents où Movi n'apparaît pas. Donc, c'est important d'avoir ces deux informations-là. Là, on voit qu'il y a une certaine redondance dans certains termes parce qu'ils apparaissent plusieurs fois dans certains documents et que si on s'intéresse aux documents distincts dans lesquels il apparaît, il y en a moins. C'est tout à fait normal. On voit ici. Voilà. Mais on voit quand même que ça apparaît très souvent et c'est tout à fait normal aussi. Dans notre contexte des fichiers MDB, c'est tout à fait normal. On voit ici. Et voilà. Très bien. Donc, on a à peu près le même ordonnancement, on voit ici, mais bon, par exemple, il y a Watch là, qui a changé de place. On voit très bien. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bien. Alors, en termes de stopword, on voit pas besoin d'être prix Nobel pour bien comprendre que Movi et Film, dans ce contexte-là, il ne faudrait pas les tenir en compte. Voilà. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais prendre la matrice, document terme, et je vais enlever les colonnes où soit le terme apparu trop peu souvent, ou bien il apparaît trop souvent. Voilà. Donc, le Zvonimir, Zucker, Zoro qu'on a vu tout à l'heure, on va les enlever, parce qu'ils apparaissent qu'une fois dans l'ensemble des documents, on ne voit pas trop l'intérêt. Ils apparaissent que dans un document sur 2000. On va pas commencer à s'énerver là-dessus. Et ceux qui apparaissent très souvent également, en fait, je vais virer tout simplement Movie et Film, parce que dans ce contexte-là, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et on a réduit le nombre de colonnes. On n'a plus que 2526 colonnes. 529 colonnes, 2529 colonnes. C'est important. C'est très important parce que, en termes de traitement par la suite, il y a des méthodes de machine learning. Quand vous leur présentez 27 000 colonnes, ça ne va pas le faire. Quand on leur présente 2500 colonnes, là, il fonctionne mieux. Donc, ce filtrage-là est très important parce qu'on enlève l'information non pertinente et on donne un terrain plus favorable aux algorithmes de machine learning. C'est ça l'idée. Alors, on va essayer de s'amuser un peu. On va essayer de voir justement quels sont les termes qui sont plus souvent associés à des documents commentaires positifs ou des documents commentaires négatifs. C'est ça l'idée. Revenons à l'affaire. Revenons à notre base. Elle est comme cela à la base. Donc, il faut absolument qu'on revienne là-dessus. On a ici les commentaires. On a ici le label. On a travaillé que sur cette partie-là pour l'instant. On a travaillé que sur les commentaires. J'aimerais voir, est-ce qu'un terme, quand il apparaît dans un document, est plus souvent associé à un commentaire qu'on a labellisé négatif, ou il apparaît plus souvent dans un commentaire qui a été labellisé positif. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, allons-y. Alors, c'est une sorte de polarité observée, si vous voulez, une sorte de polarité, mais observée à partir des termes qui apparaissent dans les documents. Et c'est le label du document qu'on utilise. Donc là, pour l'instant, on n'a pas la polarité donnée. Ça, on le verra tout à l'heure. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là,
je prends une pondération binaire, parce que c'est l'apparition des termes dans le document qui m'intéresse, et non pas sa fréquence. C'est pour ça qu'on part sur une pondération binaire ici. Et j'ai transformé la matrice en data frame. C'est ce que je fais. Hein. Donc, je suis parti sur une matrice où, là, maintenant, j'ai une pondération binaire, et je l'ai transformée en data frame parce que les outils qu'on va utiliser manipulent mieux les data frames que les matrices, tout simplement. OK. Une fois que c'est ça, donc, je vais faire un calcul conditionnel et justement, je vais agréger voilà, l'ensemble des documents sur les deux polarités. Hein, sur la polarité donc, positive des commentaires, label négatif, voilà. C'est-à-dire que je regroupe, je fais un groupe by, si vous voulez, où je mets tout ensemble les négatifs, je mets tout ensemble les positifs et je compte l'apparition des documents. C'est ça l'idée. Hein. C'est bien ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, on voit bien, hein, voilà, le Awful, là, donc il est apparu dans 92 plus 12, il apparaît dans 104 documents, et parmi ces 104 documents, il apparaît ici 92 fois quand le commentaire est jugé négatif, 92 fois quand le commentaire est jugé négatif, et 12 fois quand il est jugé positif. Donc, Awful apparaît plus souvent, il apparaît 104 fois, mais quand il apparaît plus souvent dans des commentaires négatifs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour caractériser les termes, pour mieux situer les termes qui conduisent à des commentaires négatifs, il suffit de calculer la proportion des positifs et de trier de manière décroissante. Voilà. Et du coup, on verra les termes qui apparaissent le moins souvent dans les commentaires positifs. C'est ça l'idée. Bon, le calcul est mieux. Hein. Tout simplement, je vais faire le ratio entre 92 sur 104 ici, 16 sur 29 ici, 16 sur 29 ici, 53 sur ainsi de suite, 9 sur 26, ainsi de suite. C'est ça l'idée. C'est ce qui se passe ici. Et je trie de manière décroissante. Comme ça, on voit bien les termes qui sont plutôt associés à des commentaires négatifs, hein, parce qu'il y a très peu de documents positifs dessus. Et voilà. Alors, bon, ce qui manque dans l'information, là, c'est le nombre de documents concernés. On voit très bien qu'une proportion calculée sur 10 documents, ce n'est pas la même chose qu'une proportion calculée sur 100 documents ou sur 1000 documents. On est bien d'accord. Ça manque. Donc, il faut utiliser peut-être une autre information qu'une fréquence simple. Par exemple, un estimateur laplacien, par exemple. Je ne sais pas, hein, c'est ce que je dis en tout cas. OK, bon, mais là, on fait au plus simple. Je veux embrouiller personne ici, donc j'ai utilisé une fréquence très simple. Bon, pile, je ne vois pas très bien, je ne vais pas faire de commentaires sur le deuxième terme, ainsi de suite. Et on voit par exemple que WAST, ça conduit à une évaluation plutôt négative, parce que 5% de documents, en fait, qui sont des commentaires positifs. Alors, WAST, ça veut dire quoi déjà? Oh, j'avais regardé, mais ça veut dire quelque chose de pas sympa en tous les cas. On va voir dans Word référence. Voilà. Tac. Et WAST, ça veut dire quoi déjà WAST? Ah, gâcher, gaspiller. Oui, effectivement, on comprend bien que ce n'est pas un terme très valorisant. Hein. Voilà, on voit bien ici. Hein. Donc, waste, stupidity. Voilà, voilà, ça dit ce que ça veut dire. Ainsi de suite, horride, je ne sais pas, amateurisme, ainsi de suite. Voilà. Bien. Alors, si je regarde justement WAST, regardons. En fait, WAST, il est apparu dans 101 documents. Dans ces documents-là, donc, il y en a 95 qui correspondent à des commentaires négatifs et 6 commentaires positifs. Et donc, on peut se dire que quand WAST apparaît, on a plus souvent des commentaires négatifs, largement plus souvent, et que la fréquence des commentaires positifs est très faible. Voilà. Donc, l'association commentaire négatif et WAST, bah, c'est comme ceci qu'elle est caractérisée dans ce cadre-ci. Voilà, donc c'est un premier point de vue. C'est un premier point de vue, c'est qu'on regarde de manière indépendante chaque terme pour voir l'association avec le label des documents. Voilà, c'est un premier point de vue. Très simple, très simple. Voilà. Alors, bien sûr, on le regarde de manière univariée, là. Ce qui serait bien, c'est de voir des combinaisons, justement, de termes. Hein, voilà. Alors, pour ça, on peut utiliser, justement, un arbre de décision. C'est ce que je fais ici. Je vais lancer le calcul parce qu'il est un peu long et je fais les commentaires en même temps. Alors, on n'est pas dans un schéma prédictif.
hein. Là, si je suis dans un schéma prédictif, il y a une démarche complète à mettre en place. Ça, on l'a suffisamment vu ensemble. Ça, hein. C'est-à-dire que la base, d'abord, il faut la scinder apprentissage-test. Sur l'apprentissage, je crée les dictionnaires, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui est expliqué dans le cours qui est en ligne, hein. Donc, ma page de cours est là, et c'est ce qui est expliqué ici. Si on est dans un cadre de catégorisation de texte, voilà, on a le corpus qui est là, on prend le corpus d'apprentissage, corpus test, on a scindé avant, hein, avant. Ensuite, on fait tout ce qu'on fait comme préparation et tout ça, et on extrait donc le dictionnaire sur le corpus d'apprentissage. Et c'est ce dictionnaire-là qu'on utilise sur l'échantillon test et en déploiement. On est bien d'accord là-dessus. Or, je n'ai pas fait ça dans mon exemple. Donc ici, mon arbre de décision, il n'est pas dans un schéma prédictif, il est juste dans un schéma de description. On est bien d'accord, hein. Parce que je vois très bien, il a utilisé un arbre de décision, mais il n'a pas fait apprentissage test, ça ne va pas, ainsi de suite. Je suis d'accord, mais ce n'est pas la finalité de mon exemple. Ici, mon exemple, c'est justement de décrire tout simplement les combinaisons de termes qui peuvent conduire à des commentaires négatifs. Juste descriptif. On n'est pas dans un prédictif. Là. Si on est dans un prédictif, le schéma, il est plutôt là. Il faut absolument suivre ce schéma-là. Sinon, les indicateurs de performance que vous calculez après, ils ne tiennent pas la route du tout. On est d'accord là-dessus. Bien. Alors, on voit bien, bon, je vais afficher l'arbre de manière un peu plus sympathique pour qu'on regarde ça, mais pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre bien que quand le terme bad apparaît, ça conduit plutôt à des commentaires ici négatifs. Il n'y a que 25% qui sont des commentaires positifs. Si le terme bad n'apparaît pas, voilà, alors c'est le terme worst. Là aussi, on comprend très bien. Voilà, et on n'a que 15% de commentaires positifs. Si le terme bad n'apparaît pas et le terme worst n'apparaît pas, mais le terme worst apparaît, ça conduit à des commentaires négatifs. Si bad n'apparaît pas, si worst n'apparaît pas, si worst n'apparaît pas, mais que boring apparaît, c'est négatif, ainsi de suite. Voilà. Donc, on voit les combinaisons ici, hein. Donc, le premier qui conduit à des commentaires négatifs, c'est bad. Ce qu'on soit à peu près. On voit très bien l'idée, hein. Quand on met bad quelque part, c'est pas pour dire que le film est bien. On est bien d'accord. Worst également, je comprends. Pire, worst, on a vu, gâché, et boring, ennuyeux. On voit très bien. On voit très bien. Voilà. Donc, ça permet, et la matrice documentaire nous permet de faire des traitements supplémentaires avec les outils adaptés. Ces traitements-là, on aurait pu le faire avec cette représentation-là, mais il faut que les outils sachent manipuler cette représentation-là. Or, c'est une représentation qui a été choisie partie du texte. Et moi, j'utilise un arbre de décision qui est un algorithme classique, ultra connu, tout ça, mais qui fonctionne sur une matrice documentaire. Donc, il ne peut pas avec une représentation matricielle. Donc, celle-là, il ne peut pas la traiter directement. C'est pour ça que je suis passé sur cette représentation-là, en l'occurrence ici. Alors, je reviens 2 secondes parce que je suis allé vite dessus. Je me rends compte maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai fait la représentation matricielle, j'ai passé en data frame pour pouvoir faire les différents calculs. Là, j'ai pris un arbre de décision où la variable cible, c'est le label que j'ai récupéré dans le data frame initial lors du chargement. Hein, et j'ai pris les données des data frames avec l'ensemble des explicatifs, la matrice documentaire, tout simplement. Voilà. Et là, je prédis ici, j'explique plutôt, on n'est pas dans la prédiction, hein, j'explique le label en fonction, donc est-ce que c'est positif, négatif, mon film, là, en fonction de toutes les autres variables. Et c'est elle qui l'a choisi. Non, c'est les différentes variables qui sont là. Bien, 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 très bien. Alors, il y a une technique également qu'on verra ensemble, hein, voilà, mais on fera avec d'autres outils. Nous, on le fera plutôt en Python, cette partie-là. Hein. Ici, l'analyse de sentiments, on le fera plutôt en Python parce qu'il y a des librairies très performantes, NLTK, il y a d'autres aussi, hein, Gensim et tout ça, qui permettent de faire des choses très intéressantes en Python. Voilà, mais je voulais quand même qu'on regarde un peu l'analyse des sentiments en, Python, en R, en l'occurrence ici, et justement, on va utiliser ce qui est des outils disponibles. Alors, il y a GetSentiment. Voilà, GetSentiment, il est là. Très bien, qui est associé à TidyText, qui permet, qui fournit un lexique en fait de polarité des termes cette fois-ci. Par exemple, bad, c'est une polarité plutôt négative. Alors lui, en fait, ce qu'il donne, c'est une étiquette directement. Bad, voilà, better, j'imagine, ou best, ça doit être une polarité positive. Voilà. Donc, get sentiment, ça permet d'avoir un lexique des termes qui sont associés donc à une certaine polarité. Alors, il y a différentes sources possibles. Celle que j'utilise moi, c'est Bing. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein, Affine, Lugan. Regardez la documentation pour savoir qu'est-ce que c'est que ces sources-là. Hein. Moi, je vais utiliser la source Bing parce que je l'ai testée, elle marche. Donc, je ne vais pas commencer à m'embêter à utiliser d'autres sources, mais rien ne vous empêche déjà de regarder les différentes sources et de regarder les différences en différentes sources. Hein. Il se peut que certains lexiques soient adaptés dans certains cas et que d'autres non. Par exemple, si on parle de foot,
il y a des termes qui sont plus ou moins avec une certaine polarité dans le contexte particulier du football, hein, ainsi de suite. Hein. Voilà, quand on dit bus, par exemple, ça a une certaine polarité, alors que dans le transport, bus, ça n'a rien de, ça n'a aucune polarité possible. C'est justement un moyen de transport. On est bien d'accord là-dessus. Alors, allons-y. Alors, donc, voilà, je récupère et ce qu'il y a dans GetSentiment de la source Bing, hein, de la librairie Bing, voilà. Et on voit les termes plutôt négatifs ici, abolish, négatif, abominable, négatif, on comprend très bien, voilà. Alors, abund, c'est plutôt positif, abund, positif, ainsi de suite. Voilà. Alors, l'intérêt de la polarité des termes et la pertinence de la polarité des termes par rapport au domaine, c'est à vous de la voir, c'est à vous de la voir. Hein. Encore une fois, il y a certains termes qui, dans un certain contexte, ne sont pas décisifs, alors que dans d'autres contextes, ils sont extrêmement décisifs. Hein. Voilà. Donc, c'est à vous de bien regarder quelles sont ces différentes sources-là et quel type de domaine on peut aborder avec ces différentes sources-là. On est bien d'accord là-dessus, hein. C'est très important. Moi, j'utilise Bing, n'allez pas me dire, Rico a utilisé Bing, je vais utiliser Bing. Non, non, non. C'est à vous de regarder quelles sont ces différentes sources-là et de regarder justement est-ce qu'il est adapté au contexte dans lequel je vais faire mon étude. Ouais, d'accord. Alors, une fois que c'est fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais regarder les différents termes dans chaque document et ma stratégie est la suivante, c'est tout simplement pour voir donc la polarité des documents, je vais calculer, je vais additionner les polarités des termes qui la composent. C'est ça l'idée. Hein. Pour calculer la polarité d'un document, je vais regarder les termes recensés dans le lexique, je vais récupérer leur polarité, soit en positif, soit négatif, et je vais faire simplement une somme fréquence d'apparition de ces polarités-là. Et si la fréquence des termes positifs est plus élevée que la fréquence des termes négatifs, je décide que le document a plutôt une connotation positive. Voilà. C'est une technique très simple, mais qui marche très bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une démarche qui est non supervisée par nature. Je n'ai pas utilisé la colonne label du tout ici. Et donc, je ne risque pas de faire du surapprentissage. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, là, je peux faire une prédiction et regarder la matrice de confusion pour le coup. Ici, pour le coup, c'est possible. On est bien d'accord. Hein. Comme la démarche est non supervisée par nature, je n'utilise jamais la label hein, pour calculer la polarité des documents. Je peux faire une prédiction et comparer les deux, sans avoir à faire la scission apprentissage-test, parce que ça n'a pas lieu d'être ici. La démarche est non supervisée par nature. Très important, ça. Hein. Allons-y alors. Là, je filtre les termes qui apparaissent dans le premier document. On voit très bien movie, wonderful, tour, de, force, ainsi de suite, Peter, Sellers, ainsi de suite. Et je vais faire une jointure avec le lexique. C'est ce que je fais ici. Voilà, une jointure à gauche, hein, voilà, parce que je veux uniquement comptabiliser les termes qui apparaissent dans le document en question. Je ne fais pas. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc, c'est ce que je fais. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Movie n'est pas recensé dans le lexique des polarités. Donc, du coup, il n'apparaît pas. OK. Wonderful, il apparaît. Et c'est une connotation positive. Très bien. Ici, tragique apparaît également. Il a une connotation négative. Et ainsi de suite. En revanche, tout n'apparaît pas dans le lexique. Donc, du coup, voilà. On a différents éléments ici. Et pour voir si le document en question a plutôt une connotation globale positive ou négative, je comptabilise les négatives et je comptabilise les positifs. Et s'il y a plus de positifs que négatifs, je décide que le commentaire, globalement, a une connotation positive. C'est ça l'idée, encore une fois. Voilà. C'est ce que je montre ici. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a que le terme positif, il n'apparaît qu'une seule fois. Hein. Donc, c'est un document qui a plutôt une connotation négative. J'imagine. On va voir si c'est vrai avec l'étiquette. Alors, une fois que j'ai fait cette jointure-là, bien sûr, les NA, là, il ne faut pas les compter, là, hein, donc il faut les enlever. C'est ce que je fais ici, vous avez bien vu. Hein. Donc, mon idée dans cette étape-ci, c'est de bien détailler l'étape pour le premier document. Hein. Voilà les termes qui apparaissent dans le premier document. Je fais ici la jointure avec le lexique des termes qui sont polarisés. Voilà. Et tous les NA, je les enlève. C'est bien ce qui se passe ici. Voilà. Donc, on n'a plus que ces termes-là. Et on voit bien que la fréquence des négatifs est plus élevée que positive. Donc, je déciderai négatif. OK. Et il faut les compter. Je ne vais pas les compter. Il y a 2000 documents. Je ne vais pas les compter. On est bien d'accord là-dessus. Donc, il faut avoir un élément pour les compter. Donc, il y en a 7 négatifs et 1 positif. Donc, ce que je fais dans cette étape-là, c'est de bien détailler les calculs parce que j'ai remarqué que les étudiants avaient un peu du mal à suivre ces différentes étapes-là. Et si on met la commande finale à la fin, on ne voit pas les éléments. Donc, j'ai pris le premier document, je fais la jointure pour voir s'il y a des termes qui sont
recensés dans le lexique. Voilà, j'enlève tous les termes non recensés et ensuite je comptabilise les polarités négatives et positives pour avoir la polarité globale du document. Alors, il ne reste plus qu'à faire ça sur l'ensemble des documents. Donc ici, au lieu de prendre document 1, je prends sur le groupe by sur l'ensemble des documents. Voilà. Et voilà. Donc ici, on a la fréquence des termes positifs dans chaque document. Dans le premier, la fréquence des termes positifs est de 12,5%. Dans le deuxième, c'est 44%. Dans le troisième, 37% et tout ça. Et il y a des situations où il n'y a pas de termes positifs. C'est pour ça que là, on n'a pas 2000, on a 1916 en réalité. Hein, parce qu'il y a des cas où il n'y a pas de termes positifs. Et du coup, ils n'arrivent pas à les comptabiliser. On n'a que 1916. Par exemple, si on regarde ici, hein, dans le document numéro 14, il n'y avait pas de termes positifs, il ne l'a pas recensé. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir gardé le numéro de document. Si on ne garde pas le numéro de document, on est mort. On est tout à fait mort parce qu'on ne voit plus les correspondances entre les documents et les polarités. On est tout à fait d'accord là-dessus. Donc, c'était important de garder cette ligne-là et on voit bien, hein, il y en a 2000 au départ, il n'y en a que 1916. Donc, il faut que pour les documents qui ne sont pas recensés ici, je mette la valeur 0, qui est la proportion des positifs. On est bien d'accord là-dessus. Bien. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je récupère, donc je crée une vecteur de 0. Voilà, je mets 0 partout. Et uniquement pour les lignes qui sont recensées ici, je récupère la polarité globale, qui est la proportion des termes positifs qui apparaissent dans le document. OK. Et du coup, ceux qui n'ont pas été recensés ici, là, ils ont la valeur 0 par défaut. D'où l'intérêt. C'est quand même pas mal. J'avoue que programmer ça dans un autre langage, en R et Python, c'est pareil. On peut faire la même commande sous R et Python, on est bien d'accord. Hein, mais dans un autre langage, essayer de faire ça simplement comme ça en une ligne de commande, c'est quand même pas... Voilà, donc là, pour le coup, c'est pas mal. Et du coup, pour avoir donc la polarité prédite des documents, je compare la proportion des termes positifs avec 0,5. S'il est plus fréquent, je prédis positif. S'il est moins fréquent que 0,5, je prédis négatif. Ça veut dire que c'est les termes négatifs qui prédominent. Allons-y. Et voilà. Donc, il y a 1250 prédictions de documents négatifs et 750 prédictions de documents positifs. Voilà. Là, pour le coup, par rapport à l'arbre de tout à l'heure, hein, là, pour le coup, ici, je peux calculer une matrice de confusion et je peux calculer un taux de reconnaissance, un accuracy. Pourquoi? Parce que la démarche est totalement non supervisée. Je n'ai jamais utilisé le label, hein, donc la classe initiale d'appartenance. Voilà. Donc, c'est tout à fait honnête ici, quand je vais faire la prédiction, voilà, je peux faire une évaluation qui est totalement non biaisée, si vous voulez, parce que je ne risque pas de faire du surapprentissage. Le problème de surapprentissage, c'est quand on fait un apprentissage supervisé et qu'on surinterprète donc la classe d'appartenance. Là, il n'y a pas du tout cette possibilité-là, hein, ce risque-là. C'est pour ça que je vais le faire. Du coup, je crée la matrice de confusion, voilà, hein, et je peux calculer le taux de reconnaissance. Voilà. Donc, si je me base sur la polarité des termes pour prédire la polarité des documents, je suis dans le vrai, dans 72,1% des cas. Voilà. Et ce 72%-là, il est tout à fait viable, fiable. Voilà. Voilà. Si je récapitule, mon objectif dans cette vidéo était de montrer donc TidyText. On ne le fera pas ensemble. On ne le fera pas ensemble parce qu'il y a d'autres packages très intéressants également. Voilà. Mais comme on ne le fera pas ensemble, je tenais absolument à vous montrer qu'on peut faire des choses intéressantes avec TidyText. Et que justement, pour le projet que vous aurez à faire, ça peut être une solution alternative possible. C'est à vous de choisir. Hein. Moi, mon credo, il n'a jamais changé. On doit utiliser l'outil le plus adapté par rapport au cahier des charges qu'on a. Voilà, par rapport aux objectifs de l'étude, par rapport à ce qu'on souhaite faire, ainsi de suite. Voilà. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. J'ai toujours été très clair là-dessus. Excellent travail à tous.